Au sommaire cette semaine, record battu pour le nombre d'astronautes en même temps dans l'espace, des rhinozoés autonomes et pour finir, le retour d'une légende qui a révolutionné la micro-informatique. Voici En route vers le futur numéro 37. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre travail technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Le 12 avril 1961, les Russes envoient le premier humain dans l'espace, Yuri Gagarin. Les Américains venaient de se faire humilier pour la seconde fois, car c'était déjà les Russes qui avaient lancé le premier satellite dans l'espace le 4 octobre 1957. C'est cette histoire qui encouragea l'ensemble des États-Unis dans une course effrénée pour être les premiers sur la Lune, quoi qu'il en coûte. Depuis Yuri Gagarin, ce sont près de 600 personnes qui ont pu se vanter d'être allées dans l'espace en 60 ans. Les Américains représentent 61% de ces astronautes, suivis des Russes avec 22%. La France a déjà été représentée dans l'espace par 10 astronautes, de Jean-Loup Chrétien en 1982 à Thomas Pesquet, actuellement à bord de la Station Spatiale Internationale, dont il va prendre le commandement début octobre. À partir de quel moment sait-on qu'on est dans l'espace? La frontière de l'espace reconnue par la Fédération aéronautique internationale est l'altitude de 100 km au-dessus du niveau de la mer. Cette frontière imaginaire est appelée la ligne de Kármán, en référence à Theodor von Kármán, un physicien anglo-américain qui a calculé l'altitude à partir de laquelle l'atmosphère terrestre est trop tenue pour supporter le moindre aéronef. En réalité, à cette altitude, et même bien au-delà, nous sommes encore dans la thermosphère qui grimpe jusqu'à 690 km d'altitude. Cette couche, la plus haute de notre atmosphère, possède une pression extrêmement faible, empêchant un engin de glisser dessus à la manière des ailes d'un avion. Mais cela reste suffisant pour ralentir par effet de frottement des satellites ou des stations spatiales situées à cette altitude. Ces ralentissements obligent régulièrement les stations spatiales à reprendre un peu de vitesse pour rehausser leur orbite de quelques kilomètres. Pour la Station spatiale internationale, ce sont les véhicules cargo, comme les Progress, qui ont cette tâche en utilisant leur propre moteur. Si on en arrêtait de le faire, la station finirait par retomber sur Terre au bout de quelques années. Les satellites situés à cette altitude, dites d'orbite basse, finissent d'ailleurs par se consumer en retombant après quelques années ou dizaines d'années sous forme d'étoiles filantes. Tu parlais d'un record? La semaine dernière, les 16 et 17 septembre, le nombre de personnes étant en même temps dans l'espace n'a jamais été aussi haut dans l'histoire. Nous avons atteint un total de 14 astronautes répartis dans 3 vaisseaux différents. Tout d'abord, dans la Station spatiale internationale, il y a toujours les membres des expéditions 64 et 65, avec notamment les Américains Mark Vande Hey, Megan McArthur et Shane Kimbrough, les Russes Oleg Novitsky et Piotr Dubrov, le Japonais Hachiko Hoshide et le Français Thomas Pesquet. Le 5 octobre, 3 personnes supplémentaires monteront à bord de l'ISS. Ils auront décollé de Russie avec le vaisseau Soyouz MS-19. Parmi ces 3 passagers, il y aura le réalisateur russe Klim Shipenko et l'actrice russe Yulia Peresaïd, qui viendront tourner pour la première fois de l'histoire un film de fiction dans l'espace, le film Challenge. Si je compte bien, cela fait 7 astronautes pour le moment. Bravo, on voit que tu es en CE2 et je te félicite. Depuis le 29 avril 2021, la Chine possède sa propre station spatiale, nommée simplement Station spatiale chinoise ou CSS. Bien plus petite que la Station spatiale internationale, la CSS n'est pas ridicule pour autant. Elle est constituée d'un seul module pour le moment, Tianhe, pour un total de 22 tonnes, à comparer aux 450 tonnes de l'ISS. Mais la Station spatiale chinoise n'en est qu'au début de sa construction, et 2 autres modules devraient s'y amarrer dès 2022, Wentian et Mengtian. Si vous voulez en savoir plus sur la Station spatiale chinoise, vous pouvez visionner ma chronique numéro 28, qui lui est en partie consacrée ici dans mes fiches. Depuis le 17 juin, un premier équipage est arrivé à bord à partir du vaisseau chinois Shenzhou 12. Cet équipage était constitué de 3 Chinois, Ni Encheng, Liu Boming et Tang Hongbo. Ils sont ainsi restés 3 mois à bord de la station et sont retournés sur Terre le 17 septembre, mettant fin au record des 14 astronautes dans l'espace. Nous sommes à 10 et il en reste 4. Cela correspond aux 4 membres de la mission privée Inspiration 4 qui a décollé le 16 septembre dernier. C'est SpaceX qui propose pour la première fois un vol à des touristes bien au-delà des vols touristiques de Blue Origin et Virgin Galactic. Eux ne dépassent pas les 110 km d'altitude et ne restent dans l'espace que quelques minutes sans se placer en orbite. Inspiration 4 est allé se mettre en orbite à 585 km d'altitude, soit 180 km d'altitude au-dessus de la Station spatiale internationale.
C'est depuis 1999 que nous n'avions pas envoyé de monde jusqu'à cette altitude. En décembre 1999, la mission STS-103, qui emportait 7 passagers, dont le français Jean-François Clairvoy, à 587 km d'altitude, emportait dans sa soute le légendaire télescope spatial Hubble à son orbite initiale. Plus tard, l'orbite de Hubble descendra à 570 km d'altitude. La mission Inspiration 4 a été intégralement financée par l'homme d'affaires Jared Isaacman, les autres passagers n'ayant absolument rien versé. Il a donc accueilli Sian Proctor, exploratrice, scientifique, professeur et major dans un Civil Air Patrol. Elle a été nommée ici pilote, même si elle ne devait intervenir qu'en cas d'urgence, puisque le vol était entièrement automatisé. La mission emportait également Christopher Sembrowski, ingénieur dans l'industrie aérospatiale, et Hayley Arsenault, assistante médicale à l'hôpital de recherche pour l'enfance St. Jude. Cette jeune femme a survécu durant son enfance à un cancer des os. Du haut de ses 29 ans, Hayley est devenue la plus jeune américaine à voler dans l'espace et la première astronaute à voler avec une prothèse. C'est le premier vol touristique que SpaceX a déployé. Il a utilisé une capsule Crew Dragon légèrement modifiée où le port d'amarrage à la Station spatiale internationale a été remplacé par une coupole panoramique en plexiglas. La mission a duré 3 jours avant que la capsule ne vienne atterrir en mer comme prévu. Même si cette mission était touristique, les 4 astronautes amateurs ont quand même participé à des expériences scientifiques pour la recherche en médecine. Des échantillons biologiques ont été prélevés avant, pendant et après le vol, afin d'étudier les conséquences d'un vol à cette altitude où le taux de radiation est légèrement supérieur à celui de l'altitude de l'ISS. Enfin, Inspiration 4 participe à un projet caritatif afin de financer l'hôpital de recherche pour l'enfant St. Jude où travaille Hayley Arsenault. Le magazine Time a tourné une mini-série de 4 épisodes pour Netflix afin de raconter cette aventure. Et vous, si vous aviez les moyens, ou si l'on vous offrait une place à bord d'un vaisseau spatial, seriez-vous partant pour passer quelques jours dans l'espace ? Dites-le moi dans les commentaires. Régulièrement, sur cette chaîne, nous parlons de véhicules autonomes. Tesla, Amazon ou Waymo, testés un peu partout dans le monde et peu de ce qui se passe en France. Déjà, le niveau législatif de la France par rapport à certains pays est bien plus restrictif, freinant l'élan des constructeurs français. Mais il arrive que des expérimentations finissent par avoir lieu et c'est le cas des expériences de Paris-Saclay et Rouen qui proposaient déjà depuis 2019 un service de taxi autonome à la demande sur un espace de 10 km de route à Saint-Étienne-du-Rouvray avec 4 prototypes de Zoécab. Un opérateur est assigné à la place conducteur afin de reprendre la main en cas de problème et pour collecter les données de l'expérimentation. Désormais, ces expérimentations vont passer à une phase plus concrète, en étendant le périmètre d'utilisation. À Paris-Saclay, la zone va passer à une zone comprenant 50 km de route, incluant des phases en centre-ville. De plus, les voitures vont pouvoir dépasser la précédente limite de 30 km/h pour monter jusqu'à 70 km/h sur des portions adaptées. Pour le moment, seul un panel d'utilisateurs va pouvoir bénéficier de ces taxis autonomes. Mais en 2022, l'expérimentation pourra s'ouvrir au public qui pourra tester la conduite autonome. Je rappelle que j'ai tourné une chronique sur les différents niveaux d'autonomie d'un véhicule dans ma vidéo numéro 8, ici dans mes fiches. Et pour finir cette vidéo, je me fais plaisir en vous parlant du retour de la plus grande légende des ordinateurs des années 80 et 90, l'Amiga. En 1987, le PC était tout juste capable d'afficher 4 couleurs. La plupart du temps, le blanc, le noir, le rose et le bleu clair. Le son qu'il émettait ne dépassait pas le simple bip strident et on ne pouvait pas couper ou baisser le niveau sonore à moins de couper soi-même le fil du haut-parleur. Certains le faisaient, si. Toutes les commandes étaient effectuées sous la forme de mots-clés à taper au clavier sur un horrible fond noir, le DOS. Un PC valait environ 35 000 francs, soit un peu plus de 10 000 € aujourd'hui en prenant en compte l'inflation. Le premier Mac d'Apple était à peine arrivé et apportait la gestion de la souris, des fenêtres et des icônes. Non, Apple n'a rien inventé, ils se sont juste contentés de copier, sans leur accord d'ailleurs, le Xerox Star. Les Mac affichaient enfin un écran graphique en haute résolution, enfin pour l'époque, mais uniquement en noir et blanc, pour un tarif de près de 30 000 francs, soit environ 8 500 de nos euros actuels. Et en 1987, Commodore a sorti son Amiga 500, un ordinateur qui a retourné le cerveau de tous les utilisateurs d'ordinateurs de l'époque. Il pouvait afficher 4096 couleurs à l'écran, même si la plupart du temps il se limitait à 32 ou 64, et il possédait une sortie sonore 4 voix, rivalisant avec les studios de création musicale de l'époque. D'ailleurs, l'Amiga est la machine qui a permis le développement de l'Eurodance dans les années 90. Le système d'exploitation était également basé sur la souris et les fenêtres, mais elle est bien au-delà, car il était possible pour la première fois de lancer plusieurs applications en même temps,
Alors que les PC et les Mac ne pouvaient faire tourner qu'une application à la fois, les autres se mettaient en pause, voire se fermaient. Et le prix de cette débauche de puissance n'était que de 4 500 francs, soit 1300 de nos euros actuels. L'Amiga a lancé un véritable culte de la part de ses utilisateurs et une guerre fratricide avec son concurrent le plus proche, l'Atari ST, qui possédait un processeur légèrement plus puissant, mais des capacités graphiques et sonores bien plus faibles. La scène ludique et démo de l'Amiga a été un vivier de talents incroyable, comme vous pouvez le constater. Select now for speed up. Après le succès des consoles mini comme la Nintendo Mini, la Super Nintendo Mini, la Mega Drive Mini, la PlayStation Mini, la PC Engine Mini, la Game Gear Mini, et même l'ordinateur C64 Mini, c'est au tour de l'Amiga 500 de revenir sous la forme d'un ordinateur mini capable de lancer des applications et des jeux provenant de la machine originale sortie en 1987. En réalité, le A500 Mini pourra également faire tourner des jeux et applications des Amiga de seconde et troisième génération, dits ECS et AGA, avec des performances plus évoluées. Le clavier embarqué n'est pas fonctionnel, il est juste pour faire joli. Il vous faudra donc y brancher un clavier USB. La souris d'origine, en forme de tank, fait partie du pack, ainsi que la manette provenant de la console Amiga C32 dans une version ici un peu améliorée. Tant mieux d'ailleurs. L'Amiga devrait sortir au premier trimestre prochain avec un pack de 25 jeux, dont les fantastiques Worms Director's Cut, Pinball Dreams, Another World, Chaos Engine ou Zool pour environ 120 €. Il vous sera bien sûr possible d'y ajouter vos propres jeux et logiciels compatibles Amiga. Si vous aimez l'Amiga ou que vous désirez en savoir plus, j'organise tous les ans un mini-festival dédié à l'Amiga sur 3 jours, l'Amiga Camping à La Roche-sur-Yon en Vendée. Suivez la page Facebook dont je mets le lien en description pour être au courant des prochaines éditions. Et vous pouvez voir en image le déroulement d'une précédente édition dans mes fiches, ici. Et vous, avez-vous connu l'Amiga? Qu'en avez-vous retenu? Êtes-vous prêt à acquérir cette version mini? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, promis, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!